tous, salut à tous, salut à tous, salut à tous. Comment allez-vous ce soir? J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous faire un ASMR lecture. Parce que la dernière fois que je vous avais fait un ASMR lecture, c'était sur le livre de La Belle et la Bête. Donc je vous avais lu un petit passage, vous avez genre lu 2 ou 3 chapitres de ce livre. Et donc là, pour cette nouvelle vidéo ASMR lecture, je vous propose 3 livres. Alors, ce que je vous propose, c'est que donc je vous ai dit il y a 3 livres. Et sur 2 des 3 livres, il y a des textes en anglais. En fait, il y a français et anglais sur 2 des livres. Donc ce que je vous propose, c'est de faire cette première vidéo donc que je vais tourner là, où je vais vous faire les 3 livres, donc en français. Et ensuite, pour ceux à qui ça intéresse, je vous ferai les 2 livres que du coup j'ai en texte anglais, où là je vous lirai à peu près le même extrait que la dernière fois en français, mais en anglais cette fois-ci. Voilà, donc en tout cas, on commence avec la première vidéo du coup en français. Donc je vais vous présenter un petit peu les livres que j'ai. Ça va être du Disney, hein, voilà, ça va être du spécial Disney ces livres. Alors, deux des livres que j'ai en ma possession, je vous les ai présentés lors de ma dernière vidéo vlog à Disneyland Paris. Donc c'était la toute fin de la vidéo, je vous avais présenté 2 livres, donc ils sont ici. Voilà. On a d'un côté Phantom Manor, l'attraction décryptée. Voilà. Donc en gros c'est les secrets, l'histoire de l'attraction en fait, tout simplement. Voilà. Et vous avez du coup un texte en français et en anglais. Voilà. Ensuite le deuxième livre. Donc celui-là aussi je vous l'avais présenté lors de la vidéo vlog à Disneyland Paris. Donc c'est le livre Pirates des Caraïbes, donc l'attraction pirate. Et enfin, alors par contre celui-là, donc le troisième livre que je vais vous présenter, je vous l'avais pas montré, voilà. Et il est très gros. Alors il est petit, il est plus petit en taille que les 2 premiers, mais il est plus gros en termes de pages. Pour vous dire, il y a tout ça. Voilà, il y a tout ça à lire. Et en gros c'est ça. Alors peut-être que vous l'avez croisé à la FNAC ou au Furet du Nord, quelque chose comme ça. Mais j'ai eu un gros coup de cœur sur ce livre quand je l'ai vu. Donc il était à 20€. Voilà, il était à 20€ ce livre. Et en gros c'est toute l'histoire de Mickey Mouse. Voilà. Donc je la trouve très belle, la première page du livre. Et donc derrière on a, bien évidemment on a Walt Disney, hein. Et du coup une peluche de Mickey Mouse juste à côté. Voilà, une des premières à avoir été inventée à mon avis. Alors, et d'ailleurs on a une citation de Walt Disney juste ici. Je vais vous la lire. J'espère que nous n'oublierons jamais que tout a commencé par une souris. Et ça c'est vraiment une phrase qu'il a dit, hein. Il a vraiment dit cette phrase. Le fait que tout a commencé par une souris. Je me rappelle plus quand est-ce qu'il l'avait dit, mais je suis sûr et certain qu'il l'avait dit peut-être lors d'une remise de prix, parce que Walt Disney c'est la célébrité à avoir reçu le plus de récompenses. Voilà. Alors pour le coup celui-là je ne l'ai pas encore commencé. Le seul que j'ai commencé c'est celui des pirates. Voilà. Donc ce que je vous propose c'est qu'on commence par les pirates. Voilà. Je vais vous commencer par les pirates. On va lire des courts extraits parce que la vidéo risque de durer très longtemps. Donc on commence par celui-là. Voilà,
chose. Voilà, il y a juste ça. Donc on est parti. Alors, donc déjà quand on commence, on a ça. Ça fait très stylé, ça fait genre une carte au trésor, c'est très très sympa. Alors du coup on y va. Pirates des Caraïbes, un trésor d'attraction. Donc là on s'en fout, c'est l'intro. Alors on va commencer ici. 50 ans de chasse au trésor à travers le monde. Donc c'est le titre du chapitre. En 2017, l'attraction Pirates of the Caribbean de Disneyland Paris a eu plus d'une raison d'hisser haut ses couleurs. Voici un demi-siècle que la version originale de cette croisière au cœur de la piraterie ouvrait ses portes et apportait une dimension nouvelle au mot aventure. C'était le 18 mars 1967 à Disneyland Resort en Californie. Walt Disney n'était plus là pour la voir, mais il avait donné l'impulsion décisive pour faire de cette attraction un concentré de tout le savoir-faire des Imagineers, ces ingénieurs de l'imagination. Une expérience à couper le souffle, totalement immersive, plongeant le visiteur au cœur des aventures picaresques de flibustiers aussi terribles qu'irrésistibles. Cette première version de Pirates of the Caribbean marqua un véritable tournant dans l'histoire des parcs à thème. Jamais encore on n'avait vu une attraction aussi révolutionnaire, combinant autant d'éléments inédits. Une croisière scénique sur 3 niveaux répartis sur 2 bâtiments. Un véritable galion, une pléiade d'effets spéciaux, tirs de pistolet, de canon, incendie, chute d'eau et surtout 64 pirates et villageois et 57 animaux, tous animés indépendamment et de manière totalement bluffante. Les fameux personnages audio animatronics. Walt décida de l'installer au cœur d'un tout nouveau land, New Orleans Square. Donc là on parle de la Californie du coup. C'est pas Disneyland Paris. Hein. Donc Walt décida de l'installer au cœur d'un tout nouveau land, New Orleans Square, dans un bâtiment inspiré du Cabildo, un monument historique du French Quarter, qui abritait en 1799 le siège du gouvernement colonial espagnol et où fut signé l'achat de la Louisiane par les États-Unis en 1803. Le jour de son inauguration, l'engouement du public fut tel que la file d'attente était aussi impressionnante que celle de l'ouverture de Disneyland en 1955. Rien d'étonnant devant un tel succès à ce que l'attraction se retrouve désormais dans pratiquement tous les parcs Disney à travers le monde. Donc voilà pour cette première page. Donc comme on a pu le voir, comme on a pu le lire, cette attraction elle a eu énormément de succès, hein, ce qui est assez logique. Pour la beauté des audio animatronics, la beauté de l'histoire, les décors, voilà, c'est vraiment une très très belle attraction. Très très belle attraction. En tout cas, on va commencer. Ah oui, je vais vous montrer ça. Alors, on a l'entrée de Pirates of the Caribbean à New Orleans Square en 1968, donc à l'ouverture du coup de l'attraction. Elle est juste. Attendez, hop, je vais vous la montrer. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Donc, ce qui est bien avec ce livre, c'est que vous avez de l'histoire, des anecdotes, des secrets. Voilà, c'est vraiment bien si vous êtes un fan des attractions de Disney. Hein. Donc on va lire cette page. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc en fait là ils vont parler de la construction de l'attraction, je pense. Alors, à Walt Disney World Resort à Orlando, c'est bien l'engouement du public qui a impulsé sa construction. En effet, au moment de concevoir le plan du Magic Kingdom, les Imagineers ont d'abord écarté Pirates of the Caribbean. Ils craignaient que la proximité entre la Floride et les Caraïbes ne rende cette attraction moins exotique et avaient pensé à la place à une nouvelle expérience signée du même designer, Mark Davis, Western River Expedition, envisagée pour une deuxième phase de développement du parc. Mais la pression des fans poussa Disney à annuler son projet originel afin de doter le resort de sa propre version de la déjà mythique attraction de Californie. La décision fut prise au printemps 1972.
soit moins de 6 mois après l'ouverture du parc. Et c'est dès Noël de l'année suivante que les pirates floridiens accueillirent leurs premiers visiteurs. Si Walt Disney avait choisi de situer son attraction à New Orleans Square dans une demeure typique du vieux carré français, les Imagineers firent le choix de construire cette nouvelle version à l'ouest d'Adventureland. Une vaste esplanade fut construite spécialement pour l'occasion, conduisant à un bâtiment dont le style architectural évoque cette fois-ci une citadelle espagnole du XVIe siècle, comme on en trouve à Porto Rico. La croisière en elle-même est également différente de l'original. En raison d'un espace plus limité et de la hauteur de la nappe phréatique, l'attraction est plus courte et ne comporte qu'une seule chute. Mais cela n'entame en rien son succès et depuis 2013, elle se double d'une véritable chasse au trésor interactive à travers Adventureland, A Pirate's Adventure Treasures of the Seven Seas. Donc en gros ça veut dire une aventure de pirate, les trésors à travers... non, les trésors des 7 mers. Voilà. Au cours de laquelle les visiteurs doivent aider Captain Jack à retrouver 5 trésors dissimulés à travers l'ensemble du land et défier de nombreux ennemis dont Barbossa lui-même. Bah ça je trouve ça vraiment bien de savoir qu'il y avait des chasses au trésor dans le land d'Adventureland du coup. Ouais ça devait être très très sympa à faire en vrai. Là aussi on a plein de photos, je les montre pas parce que c'est un peu chiant avec le livre, mais en gros il y a un petit panneau où il est marqué Pirates of the Caribbean Opening Christmas 1973. Donc comme on a pu le voir, il ouvre en Noël 1973. Ça c'est pas très intéressant, je vais essayer de vous prendre une page qui est intéressante. Alors une place forte en émotion. Vous savez quoi, je vais vous lire cette petite page et après on va passer à un autre livre. Alors Caribbean Plaza, une architecture qui raconte une histoire. À la différence des autres parcs Disney, le bâtiment qui abrite la version européenne, donc chez nous en France, la version européenne de Pirates of the Caribbean n'a rien d'une élégante demeure de la Nouvelle-Orléans ou d'une façade aux courbes hispaniques. Il s'agit d'une véritable forteresse qui porte en elle-même le souvenir des assauts qu'elle a essuyés. Avec Pirates of the Caribbean, l'aventure commence bien avant d'entrer dans l'attraction, que l'on vienne d'Adventureland ou de Fantasyland. Quel que soit le chemin emprunté, l'environnement change à mesure que l'on s'approche, comme pour mettre le visiteur en appétit, lui donner envie de franchir le pas et de passer sous l'impressionnante voile aux couleurs de l'attraction qui signifie le début de la file d'attente. Excusez-moi, le fait de parler en continu ça fait mal un peu à la gorge. Voilà, donc un peu je vais essayer de montrer un petit peu un avant-goût de ce livre si jamais vous souhaitez l'acheter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez le retrouver à Disneyland Paris, hein, du coup forcément, à la boutique Le Coffre du Capitaine. Donc en gros la boutique à la sortie de l'attraction Pirates des Caraïbes. Vous demandez à un cast member de vous donner le livre parce que normalement il n'est pas dans les rayons, il est juste en fait derrière la caisse du cast member du coup, voilà. Et puis donc il est au prix de 20 €. Et ce qu'il faut savoir, ça par contre je ne le savais pas du tout, c'est que vous savez les réductions sur les passeports annuels que nous avons, moins 10%, moins 20% et tout, elles ne s'appliquent pas sur les livres. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas moi quand j'ai essayé de le faire ça ne marchait pas. Donc du coup j'ai dû payer 20 € pour ce livre. Je n'ai pas eu de réduction. En tout cas on va le poser sur le côté et on va faire du coup l'autre livre. Alors d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, donc du coup ces livres d'attraction vous les retrouvez du coup sur le parc. Alors pour l'instant j'en ai que 2, mais je sais qu'il y a un troisième livre avec une autre attraction et cette fois-ci c'est Space Mountain. Voilà,
Donc si jamais vous voulez vous procurer le livre de Space Mountain, je vous conseille déjà d'aller sur le parc. Et à mon avis, ce livre doit se retrouver peut-être à World of Disney, parce qu'à Discoveryland il n'y a pas de boutique à part celle de Buzz, à part celle à la sortie de Buzz Lightyear Laser Blast. On n'a pas de boutique de Space Mountain, il me semble pas, parce que après vous avez la boutique de Star Wars, mais ça va pas être là-bas. Space Mountain, ça m'étonnerait fort. Donc je vous conseille d'aller à World of Disney, peut-être qu'il y aura, vous demandez à un cast member et peut-être qu'il vous donnera le livre que vous demandez. Ouais. Donc on est parti avec Phantom Manor du coup, donc on va ouvrir celui-là. Alors pour le coup celui-là j'ai juste un peu regardé les pages mais je n'ai pas lu ce qu'il y avait à l'intérieur. Ah ouais, c'est vraiment beau à l'intérieur, regardez. Franchement c'est vraiment beau. Ensuite donc du coup on va passer. Il y en a une tête de mort juste sur la page. On va pas la voir parce que c'est un peu compliqué de vous la montrer, mais en gros il y a une tête de mort sur la première page. Alors donc préambule. Alors ça peut être très intéressant à savoir. Alors c'est parti. Donc préambule, c'est un peu l'introduction en gros. Situé sur la colline de Boot Hill, en bordure de Frontierland, Phantom Manor est l'une des attractions les plus emblématiques et les plus mystérieuses de Disneyland Paris. Emblématique parce qu'unique au monde, et mystérieuse de par les nombreuses zones d'ombre qui entourent son histoire. Qui est ce redoutable fantôme qui a donné son nom au manoir? Qu'est-il véritablement arrivé à Mélanie, la troublante jeune femme qui hante les lieux dans sa robe de mariée? Autant de questions qui taraudent depuis longtemps visiteurs et fans de l'attraction. La grande rénovation qui s'est tenue durant l'année 2018 a permis d'apporter un grand nombre de réponses. Elle fut en effet l'occasion pour les Imagineers, les concepteurs d'attractions et de parcs Disney, de revisiter ce lieu iconique de Disneyland Paris en y glissant de nouveaux détails relatifs à son histoire ainsi que de nouvelles illusions pour une expérience plus immersive que jamais. Véritable célébration de l'attraction mythique, ce livre se parcourt comme une visite du manoir, chaque chapitre s'arrêtant sur un lieu particulier, un moment de l'expérience, pour mieux en évoquer l'histoire et les mystères. Alors, ne vous faites pas prier, grimpez à bord de votre dumb buggy et plongez au cœur de la légende de Phantom Manor. J'ai tellement de choses à vous faire découvrir. Alors franchement ce préambule il est vraiment sympa parce que on nous présente déjà un peu ce qu'il va y avoir dans le livre et on a des petites anecdotes, des petites anecdotes de l'attraction, comme par exemple la phrase de fin, j'ai tellement de choses à vous faire découvrir. Ça c'est une anecdote à la version de 1992, donc la toute première. En fait, à la base, donc le fantôme avait une voix un peu plus grave que celle qu'on connaît maintenant. Il avait une voix très grave. D'ailleurs, j'ai connu cette version. Hein, voilà, j'ai pu faire cette ancienne version et elle était très très sympa. Et en fait, lorsqu'on passait en fait de la salle, la première salle, donc le pré-show, à l'ascenseur, le fantôme nous disait j'ai tellement de choses à vous faire découvrir et c'était très flippant un peu. C'était un peu flippant. Donc là on a encore le préambule mais en anglais. Donc je peux passer encore à la page suivante. Alors, oh c'est pas mal ça. Donc là on a une sorte de lettre. Franchement la page est vraiment sympa, je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Donc la lettre est juste ici. Voilà. Donc on en a une en anglais et en français. Avec une photo du manoir. Enfin une peinture plutôt, pas une photo. Alors, ma pauvre maison, si belle autrefois, elle n'est plus aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. C'est un peu dur à lire parce que l'écriture est assez bizarre. Je me rappelle encore sa construction, un véritable événement pour notre famille comme pour la ville tout entière. Jamais on n'avait eu un chantier d'une telle ampleur et un projet d'un tel raffinement. Rien n'était trop beau pour mon père. Thunder Mesa pour donner de tous côtés et ce surcroît d'activité avait beaucoup
notre jeune communauté. Aujourd'hui, que reste-t-il de cet enthousiasme, de cette énergie? Une maison en ruine qui n'est plus que le souvenir d'une époque révolue. Et moi qui me meurs de solitude et qui ne peux plus que contempler l'œuvre du temps, ce temps qui passe et semble pourtant m'avoir oublié. Donc comme on a pu le comprendre, grâce à plusieurs indices, c'est une lettre de Mélanie Ravenswood et non pas de son père Henri, hein, puisque elle parle de son père. Voilà, donc forcément c'est Mélanie et elle parle d'une solitude. Donc bien sûr sa solitude de ne pas avoir d'époux, puisque ces 4 prétendants meurent un par un, on va dire, de différentes manières. Donc chapitre 1, une demeure spectaculaire. Oh franchement la photo elle est magnifique. Je vais vous la montrer mais elle est vraiment très très belle. Voilà. Donc ce qui est vraiment sympa c'est que en fait on a une ombre juste derrière le manoir. Je sais pas si vous pouvez la voir, mais en gros ici on a sa main et c'est en fait c'est un fantôme en fait qui est juste derrière la maison et ça montre un peu le côté hanté du lieu et je trouve ça vraiment stylé. La lumière rose derrière ça fait vraiment stylé. Juste on a la grille du manoir qui est abîmée. On a les escaliers qu'on connaît habituellement, la demeure qui est magnifique. Ouais, franchement c'est vraiment sympa cette photo. Excusez-moi. Alors donc du coup, ouais, en fait j'avais pas compris, il est marqué une demeure spectaculaire. Alors, donc on commence. Entrée dans la légende. L'envoûtement de Phantom Manor opère dès que l'on passe les grilles du domaine et que l'on pénètre dans ses jardins. L'œil exercé pourra y retrouver bon nombre d'indices témoignant de l'histoire autrefois glorieuse de cette demeure construite à la fin du XIXe siècle par l'une des familles fondatrices de Thunder Mesa, les Ravenswood. Henry Ravenswood était en effet le propriétaire de la mine de Big Thunder Mountain et le père de Mélanie, l'un des plus beaux partis de la ville. Aujourd'hui, même si la maison est considérée comme hantée, elle ouvre ses portes à tous les visiteurs de Disneyland Paris qui désirent percer ses mystères. Oui, donc bien sûr, comme si jamais vous ne le saviez pas, l'histoire de l'attraction, donc le fantôme du manoir est donc Henry Ravenswood, donc le père de la mariée, et il est également, il était autrefois lorsqu'il était humain, il était le propriétaire de l'attraction Big Thunder Mountain, plus particulièrement de la mine en question. Il était il était le propriétaire de la Big Thunder Mining Company. Voilà, c'est ça, Big Thunder Mining Company. Alors, le sceau du destin. Au niveau du portail du manoir, la plaque indiquant le nom de l'attraction nous met déjà dans l'ambiance. De loin, sa bordure ressemble à un simple ornement, mais en se rapprochant, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait de serpents entrelacés. Son design est basé sur celui de la plaque de la Haunted Mansion, la maison hantée de Disneyland Resort en Californie, dont elle accentue le côté grotesque et effrayant afin de correspondre à l'esprit de cette version parisienne. Quant au visage du démon à son sommet, l'une de ses sources d'inspiration fut le buste du compositeur Ludwig van Beethoven, lui-même en proie à des démons intérieurs. Alors ça je ne le savais même pas pour vous le dire. Je savais même pas que c'était inspiré du buste de Van Beethoven, de Beethoven du coup le compositeur musical. Je savais même pas. Donc c'est sympa de le savoir. La devise inscrite au bas Non omnis moriar est une citation extraite des odes du poète latin Horace, livre 3, ode 30, signifiant « Je ne mourrai pas complètement », une manière de montrer que le maître du lieu était un homme cultivé. Mais ne s'agirait-il pas surtout d'un avertissement funeste émanant du fantôme lui-même? Alors, donc on a pas mal d'anecdotes sur cette première page, hein. On sait déjà que le design du portail s'inspire de la Haunted Mansion. Bon, ça c'est pas trop un secret pour tout le monde. On savait très bien qu'il y avait un lien entre ces maisons hantées. Ensuite, on a Non omnis moriar. Ça, par contre, je le savais. C'était un truc latin, ça je le savais. Il est inscrit en fait juste en dessous de. Comment dire,
finis moriar, et c'est un proverbe latin en fait de Horace. Alors par contre, grande surprise, le visage du démon, je ne savais pas du tout que c'était Van Beethoven. Bah, c'était inspiré du buste de Beethoven, ça je ne savais même pas. D'ailleurs, on a une autre photo en fait, là on a une photo, je vous la montre pas parce que c'est un peu compliqué, mais on a une photo de la plaque qu'on connaît habituellement, donc avec le démon dessus et les serpents autour. Mais on a également une plaque qui était auparavant, alors je sais pas si elle est encore mise maintenant, mais je ne suis pas certain, je pense pas qu'elle est mise. Mais en fait c'était une plaque de Phantom Manor du coup, et en fait c'était pour la saison d'Halloween, et vous mettez en fait un fantôme vous attend, il pourrait effrayer les plus jeunes. Et en fait, quand vous entrez dans l'attraction, donc vous avez une petite, comment dire, une sorte de cour, et en fait, sur cette cour au milieu, vous avez une sorte de pilier en fait, et derrière ce pilier, il y avait souvent un cast member qui se déguisait en monstre ou quelque chose comme ça, et en fait, il effrayait les gens. Et c'est pour ça qu'ils mettent maintenant, ben, Halloween en tout cas, ils mettent un fantôme vous attend, il pourrait effrayer les plus jeunes. Donc c'est pour ça que souvent les cast members effraient les gens, mais sans savoir que bah, les gens qui étaient devant eux, quoi, les gens qui l'effraient étaient un peu sensibles ou quelque chose comme ça. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu avec le côté Halloween de Phantom Manor, c'est que, bon, certes, le fait d'inclure un fantôme, un vrai fantôme, c'est sympa, mais faut pas qu'il se cache, faudrait qu'on le voit, parce que, bon, imaginez qu'on soit une personne cardiaque et qu'on va dans l'attraction, que la personne nous effraie, ben, on est mort quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. En tout cas, on va lire une dernière page, parce que là ça fait déjà depuis quasiment 30 minutes que je lis. Alors, des espaces verts de peur. Les espèces végétales présentes dans les jardins de Phantom Manor ont été soigneusement sélectionnées pour leur pouvoir d'évocation. Les branches pendantes des cèdres pleureurs et du cèdre centenaire expriment une certaine tristesse, tandis que le passé tourmenté du lieu se ressent dans les formes entrelacées des noisetiers tortueux dont les feuilles froissées donnent un aspect maladif. Et pour rappeler la menace omniprésente du fantôme, les rameaux aplatis des cyprès de Nootka. Bon, après c'est trop dur à lire. Il y a un truc entre parenthèses qui est marqué Chamacyparis nootkamtensis. Donc les rameaux aplatis des cyprès de Nootka, situés au fond du jardin à la sortie de l'attraction, donnent l'impression de bras qui se tendent vers les visiteurs comme pour les retenir. Et c'est vraiment sympa ça, c'est bien pensé ça. Je savais même pas, hein. J'ai pas trop fait attention à la végétation qu'il y a autour, mais je sais qu'il y avait pas mal d'arbres qui sont travaillés pour être, comment dire, avoir l'impression d'être morts, pour donner l'aspect abandonné du lieu en fait. Ah bah voilà, justement on a parlé. Pour donner l'illusion d'un lieu abandonné, les jardiniers de Disneyland Paris ont eu l'idée de planter certains arbres penchés, de conserver des arbres morts ou à l'inverse de laisser proliférer des plantes envahissantes comme le lierre et la glycine. Ça c'est très bien pensé aussi. Minéraux et espèces végétales ont été également choisis pour leur ton délibérément sombre, comme le pourpre du feuillage des pruniers mirobolants ou le gris des gravillons de porphyre utilisés pour la décoration des parterres. Alors je ne connais pas du tout ces termes de jardinier on va dire, mais je connais pas du tout ces termes de jardinage. Mais bon, voilà, en tout cas. Le tableau du manoir durant son âge d'or qui trône dans la salle de bal constitue un témoignage précieux de l'aspect original du jardin, avec notamment ses allées bordées de roses. Aujourd'hui, les rosiers ont disparu, mais les ronces rappellent leur présence en ajoutant un aspect inquiétant. Ah bah attendez, il y a un dernier truc que je vous lis et après on arrête. Un air menaçant, tandis que les visiteurs progressent dans le jardin et gravissent les premières marches, ils passent devant un petit gazebo de couleur pourpre. Vous savez, c'est le petit bâtiment avec la sorte de table au milieu avec une petite théière. Un petit gazebo, ça s'appelle comme ça, je savais pas. Où le thé était jadis servi. À ses bords résonne une inquiétante boîte à musique.
L'air délicat qu'elle fait entendre donne un avant-goût du thème musical de l'attraction. Alors, si vous n'êtes pas endormi, quel est votre livre préféré entre ces deux premiers que je vous ai présentés? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre Pirate est sorti en premier, Phantom Manor est le deuxième à être sorti, et Space Mountain est le troisième, mais malheureusement je ne l'ai pas pour l'instant. Peut-être que je le prendrai plus tard. Mais honnêtement, je pense qu'après avoir lu un petit peu de Phantom Manor et un petit peu de Pirate, je pense que mon préféré se tournera vers Phantom. Parce que entre ces deux attractions, mon attraction préférée entre les deux est Phantom Manor. Voilà. Donc forcément je suis plus intéressé par ce livre-là plutôt qu'à l'autre. Et je trouve que contrairement au Pirate, celui-là il exprime, il montre déjà pas mal de choses en à peine 2-3 pages. Alors que l'autre, bon, on traverse plus l'histoire de l'attraction en fait. Et c'est peut-être pas très intéressant pour tout le monde. Voilà. En tout cas, on va poser ça ici tranquillement. Voilà. Et donc pour le dernier livre, nous allons lire donc l'histoire de Mickey Mouse que je n'avais toujours pas commencé. Par contre, je ne pourrais pas vous montrer l'intérieur parce que le livre est très gros et si je ne le tiens que à une main, il va tomber et c'est pas le but. Donc, on est parti. Donc on a une petite image de Mickey Mouse. Alors, Walt Disney, Mickey Mouse, toute l'histoire. Donc là on a les chapitres, je vais vous les lire en inaudible. Alors, j'essaye de voir un peu jusqu'à où je peux m'arrêter. Je vais vous lire 3 pages. Voilà, je vais vous lire 3 pages parce que le texte est assez long. Et donc, du coup, on est parti. Alors, donc, je vais le poser juste là. Alors, donc, introduction. Une souris aux mille visages. En 1981, une équipe de tournage de Disney rend visite à Andy Warhol. Ils m'ont demandé quel était mon personnage de Disney préféré, a écrit Warhol dans son journal, et j'ai répondu Minnie parce qu'elle me rapproche de Mickey. Même sans ce type d'introduction, il y a sur Terre des millions de personnes, voire sans doute des milliards qui se sentent proches de Mickey. Aucune star de cinéma et quasiment aucun autre produit culturel de l'époque moderne n'a pris racine à ce point dans notre conscience collective. Comment Mickey a-t-il réussi à conserver sa popularité pendant plus de 90 ans, continuant à enchanter génération après génération? Sa vitalité actuelle tient à une mutation constante du personnage qui n'a jamais perdu de vue ses racines, qui revenaient toujours. Contrairement à toute autre création visuelle du XXe siècle, Mickey s'est inscrit dans le paysage quotidien sans jamais interrompre sa propre dynamique créatrice. Son histoire est aussi celle d'innombrables talents artistiques qui n'ont eu de cesse de renouveler son personnage. Toute personne écrivant un livre sur l'histoire de ce personnage, comme le font ici David Gerstein et J.B. Kaufman, après des années de recherche dans les archives, doit explorer toutes les époques et comme dans les dessins animés Through the Mirror, y faire la rencontre de nombreux Mickey. Au-delà des transformations perpétuelles, Mickey a toujours été le reflet de sa propre histoire. Depuis 1929, le studio Disney fête sans faute chacun de ses anniversaires. Dans
les notes d'une réunion scénario du 27 juin 1939, on peut constater que Walt Disney était déjà très exigeant sur la qualité des films de Mickey. Ce jeudi après-midi, avec ses collègues Riley Thompson et David Hand, Walt revient sur des dessins animés des débuts de Mickey pour un projet de film de compilation qui devait s'appeler Mickey's Revival Party. Alors que chaque dessin animé avait connu un succès mondial, Walt se lamente devant quasiment chaque scène. En ce temps-là, on pouvait mettre n'importe quoi dans un dessin animé et plaire au public, s'exclame-t-il devant Mickey's Show. Regardez ces dessins, regardez ces dessins et toute cette encre. Il est horrible son nom, vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. Tous les éloges recueillis par ces films à peine quelques années auparavant semblaient avoir été oubliés. Et cela alors que l'un des livres d'histoire du cinéma les plus importants de l'époque, ce film Till Now, du critique de cinéma Paul Rota, qualifie Mickey's Choo-Choo de chef-d'œuvre. La lecture de l'ouvrage de Rota donne par ailleurs une idée de la haute valeur artistique que le milieu des critiques accordait aux films de Disney dès les années 1930. Pour de nombreux critiques actuels, les dessins animés de Disney sont les productions les plus spirituelles et les plus satisfaisantes du cinéma moderne. La Mickey Mania du début des années 1930, l'un des grands phénomènes de l'histoire des médias, occupe une grande place dans notre ouvrage. Cette période marque l'apogée de produits dérivés Mickey, très soignés, qui figurent désormais parmi les pièces de collection Disney les plus recherchées. Avec son look emblématique, perfectionné par Fred Moore, Mickey avait fière allure, affichant un dynamisme comparable au style streamline de l'Art déco. Certains fans de Mickey qui avaient grandi avec lui à cette époque-là avaient été consternés de voir que le studio envisageait de changer un look qui, à leurs yeux, était tout simplement parfait. Le dessinateur Maurice Sendak, dont le personnage de Max dans Max et les Maximonstres est basé sur Mickey, a déclaré: ce Mickey de l'âge d'or se métamorphosa à la fin de sa première décennie et prit hélas des formes moins originales. Mais Walt Disney n'aurait pas acquis sa réputation d'innovateur perpétuel s'il n'avait pas choisi de faire évoluer sa plus célèbre création. Et pourtant, le récit d'une progression linéaire, généralement choisie pour tracer la biographie de Mickey, ne rend pas justice aux nombreux développements, souvent parallèles, qui ont eu lieu. Sa progression ressemblerait plutôt aux célèbres images des Mickey d'époques différentes, passant du crayon d'un animateur à l'autre. Et voilà. Donc nous avons fini avec une petite partie de ce livre. Donc je vous ai donné un petit avant-goût du coup de ce que donne ce livre. Alors ce livre, vous ne le retrouvez pas à Disneyland Paris, vous le retrouvez à la FNAC ou quelque chose comme ça, à la FNAC, au Furet du Nord. En tout cas, renseignez-vous et faites gaffe aux arnaques parce que ce livre-là, sur certains sites, coûte 150 balles, mais je l'ai acheté 20 euros. Voilà, donc faites attention aux arnaques. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Dites-moi si vous souhaitez que je fasse... si ça vous a vraiment plu, je ferai ce deuxième épisode avec les textes en anglais, mais uniquement sur les attractions, parce que là, il n'y a pas de texte en anglais. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, et je vous dis à la